Bonjour à tous. Il est 13 heures sur mon téléphone, donc on peut commencer le webinaire. Alors merci à tous de vous être inscrits. J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup d'inscriptions, on est plus de 300, c'est énorme. Alors pour information, on a un programme assez chargé. Je risque de parfois aller un petit peu vite, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter. On aura 15-20 minutes à la fin pour échanger là-dessus. Donc bon webinaire à tous. Alors, quel est le titre du webinaire? Technique de hacking avancée. Quel est l'objectif de ce webinaire? Aider les PME à identifier et comprendre les menaces qui ciblent leur système d'information. Et quelle est la cible de ce webinaire? Des administrateurs, des pentesters, des analystes, des techniciens, en bref, tout profil qui serait intéressé par justement la sécurité offensive. Petite info, en fait, ce webinaire est issu d'un de nos modules chez ESD Academy, qui est le technique de hacking avancé. L'objectif de ce module, c'est de faire l'état des lieux des menaces récentes et les faiblesses d'infra qu'on peut retrouver couramment, comprendre et expérimenter des techniques de hacking avancées, et aussi appréhender les méthodes offensives par la pratique. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Autre parenthèse très importante, Folding Atom, aidons la recherche contre le Covid-19. Pour info, Folding Atom est une plateforme où vous pouvez partager la puissance de votre ordinateur pour justement créer un supercalculateur et faire des calculs pour aider la recherche. Aujourd'hui, SD Academy, on est 31 et on est 2802e sur 250 000 équipes. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, il y a un tutoriel vidéo et PDF sur notre LinkedIn. Donc, les animateurs. Alors, le webinaire sera animé déjà par moi-même. Donc, moi, c'est Jérémy Calfa. Je suis consultant formateur chez ESD Academy. Et on a un guest qui est Mathieu Mollard, que vous connaissez peut-être tous sous le nom du blog infosec.fr. Mathieu, je vais te laisser te présenter. Yes, bonjour, je m'appelle Mathieu Mollard, je suis donc pentester analyste forensique au sein d'une équipe depuis maintenant 3 ans. J'ai quelques certifs et c'est avec plaisir que je participe à ce webinaire. Eh ben, merci Mathieu, plaisir partagé. Donc, qu'est-ce qu'on a au sommaire? Donc déjà, on va parler de cyberattaque et scénario offensif. Ça, c'est le premier point important pour se mettre un peu dans le contexte. Et le deuxième point qui va prendre une grosse partie du webinaire, ce sera justement une simulation d'attaque. Donc pour le premier point, on va parler déjà des menaces cybersécurité aujourd'hui. On va parler de la cyber kill chain, de la meter attack et des attaques APT. Parce que justement, ce sera important pour la suite du webinaire. Donc les cyberattaques et scénarios offensifs, quelles sont les menaces aujourd'hui? Alors aujourd'hui, principalement, on va avoir les hackers étatiques, qui sont généralement des hackers qui sont utilisés par l'État en fait. Donc si vous voulez là-dessus, ça va plus être, la cible va plutôt être un impact économique ou politique. Par exemple là-dessus, on aurait l'Iran, la Russie, la Chine, la Corée. On va avoir beaucoup de pays impliqués dans les cyberguerres. Et les hackers étatiques sont justement liés à ce hacking-là. Ensuite, on va avoir les cybercriminels que tout le monde connaît. Donc là, clairement, ce qui intéresse ces hackers-là, c'est clairement l'argent. Un cybercriminel, ça va être quelqu'un qui va nous faire un ransomware et qui va rançonner nos données pour récupérer de l'argent. Ou ça pourrait être aussi un hacker qu'une entreprise paye pour espionner son concurrent. Là, ça serait de la concurrence déloyale. On va avoir aussi tout ce qui est cyberterrorisme. Donc là, on est plus sur une cible idéologique ou religieuse, hein. Évidemment, ISIS, Daesh, ils ont aussi des hackers. Là, le but, c'est de faire mal, attaquer des hôpitaux, des centrales nucléaires. Le but, c'est vraiment de faire le plus de dégâts possible. Ensuite, on va avoir tout ce qui est activiste. Généralement, le but, c'est de diffuser un message, hein. Donc, évidemment, le plus connu, ça va être le groupe Anonymous. Et enfin, on va avoir les script kiddies, qui là, bon, généralement, il s'agit de jeunes, débutants, qui ne connaissent même forcément pas grand-chose à l'informatique en général, mais qui lancent des outils sans vraiment savoir ce qui se passe derrière. Le script kiddies, ça peut être aussi dangereux parce que ils peuvent utiliser des outils et faire de gros dégâts sans vraiment savoir ce qu'ils ont fait. Et petite parenthèse aussi sur des chiffres d'orange, il y a beaucoup d'attaques de script kiddies il y a beaucoup d'attaques informatiques pendant les vacances scolaires. Donc, voilà, je pense que la relation, elle se fait facilement. Et quel est le but de ces attaques? Généralement, ça va être du vol de données. On pourrait citer Shadow Brokers, des hackers qui seraient apparemment russes, qui auraient infiltré la NSA, dérobé des exploits, qui ont vendu ces exploits-là.
Et qu'est-ce qui est arrivé après? WannaCry qui utilisait cet exploit-là. Voilà, ça vous met un petit peu dans le contexte. Donc maintenant, on va parler de cyberkillchain. Donc ça, la cyberkillchain, c'est la phase de préparation qui sert à se préparer à assimiler des concepts. Déjà, comprendre les éléments de l'intrusion. Avoir une approche cohérente vis-à-vis du contexte de la cible. Évidemment, il faut commencer à investiguer sur la cible, se mettre dans le contexte où elle est pour pouvoir justement préparer son attaque. Peut-être que la cible financièrement, elle a du mal ou elle est en train de dégoter un contrat. Si on se met dans ce contexte-là, ça nous ouvre des portes d'entrée. Ça va aussi nous permettre de mettre en lumière plusieurs voies possibles pour arriver à l'objectif final. Et la phase de préparation, c'est aussi s'adapter et prendre exemple sur d'autres attaques qu'il y a eu. J'en profite pour parler du machine learning et de l'intelligence artificielle, pardon. Dans 5 ans, c'est tout à fait possible qu'une IA fasse justement du deep learning, apprenne par elle-même sur des cas d'attaque qu'il y a eu et prépare ses attaques d'intrusion tout seul et en temps record. Et là, je pense que dans les années à venir, quand il existera des IA offensives, je pense que là, va vraiment y avoir des problèmes. Voilà. C'était la petite parenthèse futuriste. Donc toujours la cyberkill chain, là, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Voilà, là, vous allez avoir le socle. Donc en premier, généralement, on a la reconnaissance qui va consister à prendre des informations sur notre cible, sur l'entreprise cible. On va avoir la phase d'outillage, on prépare tous nos outils, la phase de livraison où là on envoie les premiers mails, les premières attaques, l'exploitation, l'installation de portes dérobées pour revenir, du command et contrôle. Enfin, voilà. Ça, typiquement, c'est une cyberkill chain. Ensuite, après la cyber kill chain, pardon, je pense qu'il est important de parler de la meter attack, en fait, qui est un framework de modélisation offensif. Donc la meter, si vous voulez, c'est aussi une base de connaissances sur toutes les solutions possibles qu'il peut y avoir sur justement une cyber kill chain. Là, par exemple, la cyber kill chain, on va dire l'initial accès, le premier accès chez la cible, dans un système d'information, là, ça peut être ouais, voilà, un service externe qui est exposé. Ça peut être une porte d'entrée. Ça peut être du mail, spear phishing. Ça peut être beaucoup de choses. Et justement, la meter attack met en évidence ces possibilités-là. Et ça permet aussi de tracer la méthodologie d'une attaque. Pour tous ceux qui font du forensic et de la réponse à incident, quand il se passe justement une attaque et que qu'on investigue pour remonter à la source pour voir comment elle est rentrée et comment elle a volé les données, ça nous permet justement alors, par exemple, on va cocher, si l'attaquant est rentré par un service externe, hop, on va cocher ça. En gros, ça va nous mettre toute la méthodologie qu'il a utilisée. Donc ça peut être pratique aussi. C'est pour Red Team, donc attaquant, et pour Blue Team, défensif. Voilà. Ensuite, enfin, les attaques APT. Alors, qu'est-ce qu'une attaque APT? Ça veut dire Advanced Persistent Threat. Donc, typiquement, hein, et simplement, une APT, c'est une attaque qui est très avancée. Voilà, on est sur un certain niveau et on est sur une persistance vraiment furtive où la détection, voilà, elle se fait pas tout de suite ou des fois, ça se fait au bout de plusieurs années. Par exemple, il y a eu, c'était Stuxnet, je crois, qui lui était un virus qui se baladait dans les centrales nucléaires, si je me trompe pas. Ça a duré un bon moment. Donc ça, typiquement, c'est une APT. C'est un travail sur plusieurs mois, plusieurs années. Généralement, un APT, c'est commandé étatiquement ou c'est des cybercriminels avec un certain niveau et bien organisé. Si je peux vous donner un exemple d'APT, ça serait l'APT 39, le Schaffer Group, qui apparemment serait un groupe de hackers iraniens. Et justement, grâce à la meter que je vous parlais juste avant, les personnes qui ont fait la réponse à incident ont pu mettre en lumière comment l'APT a réussi. Donc ils ont fait une campagne de phishing avec une pièce jointe, avec un lien, valide account, ils avaient des comptes justement qui étaient valides dans l'entreprise. Voilà comment ils ont mis leur persistance, bah, tâche planifiée, clé de registre, enfin, voilà, on a tout leur mode opératoire. Donc maintenant qu'on est dans le contexte, qu'on connaît un petit peu les termes et qu'on est dans l'ambiance, on va simuler une APT. Donc là, il y aura plusieurs phases. Alors déjà, je vais vous présenter un petit contexte. Et il y aura 5 phases principales. Un accès initial, une persistance, une escalade de privilèges, du mouvement latéral quand on sera en interne, une exfiltration de données, et il y aura Mathieu qui nous fera une démo sur de l'évasion de surveillance. Donc pour le contexte, on est en post-reconnaissance externe, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans l'entreprise, on est à l'extérieur.
On post-reconnaissance, c'est-à-dire qu'on fera pas toute la partie de chercher des mails, dresser des profils de collaborateurs de l'entreprise. Non, ça, on va dire qu'on a déjà fait. Donc la menace, c'est nous, un attaquant externe. L'objectif, c'est l'exfiltration de la base de compte d'annuaire. On part du principe qu'il y a un annuaire qui centralise l'authentification dans cette entreprise-là, et on veut sortir cette base de compte. Donc quelles seront les étapes principales? Un accès initial, du pivoting, une élévation de privilèges et l'exfiltration. Donc, si on regarde nos cyberkill chain, on est ici, la compromission initiale. Alors, faut savoir que l'accès initial, c'est quasiment toujours la première étape d'une intrusion ou d'une APT. Ça peut se faire physiquement ou à distance. Alors, très généralement, il s'agit d'attaques à distance, hein, avec du phishing et un déclencheur. Alors, un déclencheur, ça peut être, par exemple, une charge dans un fichier, Excel ou PDF, ou un lien URL. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une charge? En fait, on appelle ça un payload. C'est une fonction, un code malicieux que vous allez exécuter. D'accord? Donc là, pour notre cas, on va faire un dropper. Donc le dropper, en fait, c'est quelque chose qui va déclencher. Le dropper, en fait, c'est ce qui va chercher notre charge. C'est-à-dire que nous, on va envoyer un fichier, il n'y aura pas de virus, il n'y aura pas de charge dans ce fichier-là. Par contre, il y aura le dropper qui, lui, va aller chercher ma charge. De cette façon, l'antivirus, bah, il verra aucun code malicieux, donc rien ne sonnera. Donc ça va être un dropper qui sera intégré dans une cellule Excel. Comme vous pouvez le voir, ça exécute une simple commande. Et cette commande-là va chercher ma charge HTA. Donc du HTA, en fait, c'est du HTML application, c'est une page web avec une petite application PowerShell ou Visual Basic. Donc quand l'utilisateur va ouvrir ce fichier Excel, le fichier Excel va appeler l'outil MSHTA, qui est un outil Windows pour exécuter des applications, MSHTA, enfin HTA, pardon. L'outil MSHTA va aller chercher ma charge sur un serveur web, hein, un serveur sur Internet. La charge, quand elle va s'exécuter sur ma victime, je vais obtenir un reverse shell. Ça veut dire que c'est pas moi qui vais me connecter à la cible, c'est la cible qui va se connecter à moi. Et de cette façon, je pourrai la contrôler. Et ça, justement, ça me permet de bypasser tout ce qui est pare-feu et NAT. Donc, un petit POC pour voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc là, comme on peut voir, on a un fichier salaire. Salaire, ça marche bien en phishing, hein. Vous faites passer par quelqu'un de la boîte avec oh, regardez le salaire de tous les employés. Généralement, la curiosité des gens, ça paye. Donc là, on a bien le petit message d'alerte parce que le fichier comporte des sources externes, qui est l'appel justement de l'outil MSHTA. Donc là, l'utilisateur a cliqué, il a dit oui. On a eu une fenêtre qui s'est ouverte très rapidement et qui s'est refermée. Donc lui, théoriquement, un utilisateur lambda va se dire bon, ça doit être normal. Voilà. Et nous, sur notre serveur de commande et contrôle, on reçoit un agent. Donc là, si vous pouvez voir, on a la connexion qui s'établit vers cette machine-là. Donc désormais, on contrôle ce poste-là. Donc là, ici, je montre la charge. Je fais avancer un petit peu, hein, bien sûr. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? L'attaquant, il a la main sur un poste. Première chose à faire déjà, c'est avant la persistance, ça serait de voir quel droit j'ai. Cet utilisateur-là, qui il est? Alors, il est H solo du domaine lab. On est bien sur un domaine. Donc là, on a accès à son arborescence. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir cet utilisateur, quel droit il a sur son poste, quel droit il a sur sa machine. Alors déjà, on peut voir qu'il est il est membre du groupe administrateur local. Oups, pardon. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On a le contrôle d'une machine qui est administrateur local. Ensuite, bon, deuxième POC aussi pour l'accès initial, parce que les accès physiques, c'est un facteur d'intrusion très efficace et c'est souvent délaissé. Je vais vous parler vite fait d'équipements qui permettent l'intrusion sur le système d'information, mais physiquement. On va avoir la rubber de key, qui est une clé USB qui simule un clavier. Et on va avoir un LAN turtle, donc voilà, c'est la petite prise ici que vous pouvez voir que vous branchez sur un switch. Ça s'alimente par USB. Si vous mettez une puce 4G dedans, bah, vous avez le contrôle, vous êtes dans le réseau depuis cet équipement-là avec une clé 4G. Donc ça permet aussi de sortir des données par la 4G et ne pas se faire griller par les IDS et par les SOC. Un petit POC juste pour vous montrer à quoi peut ressembler une rubber ducky. Vous allez voir, c'est assez efficace. Je vais baisser le son aussi. Oups. Désolé, des fois j'ai des petits problèmes comme ça là-dessus. Donc on branche la clé USB, notre rubber ducky. Et là,
qu'est-ce qui va se passer? On a des commandes en fait qui s'exécutent tout seuls. On a des raccourcis clavier qui sont exécutés rapidement. Donc c'est le principe de la Robert de Key qui va imiter un clavier et saisir des touches très rapidement. Donc voilà, là on récupère notre agent et ça, vous distribuez des clés comme ça sur un parking, je vous garantis que ça marche. Donc maintenant on a fait la compromission initiale, qu'on est dans le réseau et qu'on a le contrôle d'un poste, on va s'établir une persistance. À quoi sert la persistance? Alors c'est très important parce que ça permet déjà principalement de garder le contrôle pendant une attaque. De reprendre la main en cas de coupure. Il faut savoir que aujourd'hui dans les entreprises, il y a beaucoup de nomadisme, il y a beaucoup d'ordinateurs portables. Les gens, ils se mettent en veille, ils ferment le PC, ils changent de réseau, câble ou Wi-Fi, ils rentrent chez eux. Bref, votre charge, faut qu'elle puisse revenir vers vous. Faut que vous puissiez reprendre la main à chaque fois que l'utilisateur va bouger. Donc pour faire ce genre de persistance, alors il y a beaucoup de moyens possibles. Et on peut faire ça par tâche planifiée, par clé de registre. On pourrait se créer un service aussi si on a les droits. On pourrait altérer des raccourcis, donc falsifier des raccourcis qui vont chercher votre charge. Cron évidemment pour Linux. Et là on va plus parler Windows. On va avoir tout ce qui est bootkit et rootkit. Donc là c'est beaucoup plus bas niveau. Bootkit, on va mettre notre persistance dans le MBR au démarrage. Rootkit, ça va être au niveau kernel ou userland. Donc là ça va être vraiment des fichiers, des drivers system. On va avoir aussi des persistances via WMI. Donc là, pour notre POC, la persistance, il y en a deux. Alors déjà, là, on peut voir un script PowerShell qui est bon très léger, hein, évidemment, avec toujours l'outil MSHTA qui va chercher ma charge sur mon site web. Et une fois qu'il a cherché cette charge-là, il va lancer l'application Google Chrome.exe. D'accord? Là, au-dessus, vous avez un petit programme open source qui permet de compiler des scripts PowerShell en exécutable. Déjà, ça obfusque un petit peu. Ah là là, je suis désolé, c'est des petits bugs avec le machin. Ok, donc là, on va compiler l'exécutable et on va l'avoir ici. On lui met une icône, l'icône de Google Chrome, et on va l'appeler googleupdater.exe. Ok? Donc là, on a un exécutable déguisé en Google Chrome qui, lui, en fait, va chercher notre charge et va lancer Google Chrome. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser cet exécutable sur le poste de notre victime. Là, on peut le voir ici en bas, voilà, googleupdater.exe. Il est sur sa machine. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va se faire une persistance partage planifiée déjà. Donc là, c'est l'utilitaire chtask pour créer des tâches planifiées. Onlogon qui est au démarrage de session. TN c'est le nom. On va l'appeler Google Updater histoire de ne pas éveiller les soupçons. Et ce Google Updater là va aller chercher notre exécutable Google Updater. D'accord? Donc là, on crée notre tâche planifiée. Si on regarde justement sur le planificateur de tâches, parce que bon, évidemment, c'est une tâche que tout le monde peut voir, hein, mais elle est quand même déguisée. Donc si on regarde, allez, ok, ici, là, on peut voir Google Updater qui va chercher la charge. Allez, action, déclencheur au démarrage de session, oui, et qui va chercher notre charge. Ok. Donc là, déjà, on a une persistance au démarrage de session. On pourrait être encore plus vicieux. Donc là, sur mon commande et contrôle, j'utilise Empire, qui est un framework dédié avec PowerShell. C'est pour attaquer de l'environnement Windows. Là, je montre il a plusieurs modules de persistance. Il a un module qui est backdoor LNK, donc backdoorer un raccourci. Donc là, je vous montre à quoi ça peut ressembler. On voit sur le bureau de l'utilisateur, il y a un raccourci Google Chrome. Et en fait, une fois qu'on l'a justement altéré, qu'on l'a modifié, ça va plus chercher Google Chrome, ça va aller chercher notre Google Updater. De cette façon, chaque fois que l'utilisateur va lancer Google Chrome, il va relancer notre charge. Donc on récupère le contrôle. Un utilisateur, là, faut savoir que Google Chrome, enfin son navigateur, il va tout le temps l'utiliser. Donc là, on a pu voir que la fenêtre s'est ouverte très rapidement, que ça lui a ouvert Google Chrome. Nous, on récupère notre agent ici. Donc bon, niveau persistance, on n'est pas trop mal. Donc maintenant qu'on a établi notre persistance, on est ici. Maintenant, il va falloir monter en privilège. Alors, horizontalement, bien sûr. Qu'est-ce que c'est horizontalement? C'est uniquement sur notre machine, on va monter en privilège. Alors là, pour l'exemple, on est déjà administrateur local, mais je vais quand même vous parler un petit peu de la méthodologie. Déjà, un attaquant,
qu'est-ce qu'il rechercherait d'abord pour monter son privilège? Avant de chercher la grosse faille, la grosse vulnérabilité, non, on va regarder la mauvaise pratique de l'utilisateur. Déjà, on va regarder s'il y a des accès possibles à des fichiers sensibles sur la machine. Un qui passe, qui traînerait, ou pire, ce qui se voit encore, un fichier Excel ou un fichier TXT qui va contenir des mots de passe en clair. Ça, on va pas se mentir, ça arrive encore beaucoup. Sinon, on pourra aussi éventuellement regarder les mots de passe enregistrés, par exemple dans le navigateur. Ça marche bien avec Firefox et Chrome, ou même d'autres applications. On a des outils qui le font très bien. Mimikens en PowerShell, qui est un outil open source, lui, il va justement chercher ces mots de passe de plusieurs applications. Ou sinon, on pourrait accéder à des zones mémoire. Donc là, c'est un petit peu plus touchy. Il faut un petit peu plus de droits pour ça. LSASS, qui est le processus d'authentification Windows et qui garde justement en mémoire chaque fois que vous utilisez un compte sur votre machine. Par exemple, vous ouvrez un PowerShell avec votre compte admin de domaine. Vous lancez votre PowerShell, vous faites votre commande, vous fermez le PowerShell. Il faut savoir que le mot de passe de cette session-là est toujours en mémoire. Donc, c'est dans la mémoire du processus LSASS. Si on dump ce processus-là et qu'on regarde dedans, eh ben, on pourrait trouver le mot de passe de justement votre compte admin de domaine. Donc ça, il y a un outil qui est hyper connu, mais qui est aussi hyper cramé, c'est Mimikat. Il le fait très bien, justement, on va se faire une petite démo avec. Mais avant la démo, sinon, si jamais l'utilisateur est rigoureux, s'il n'y a pas de compte, enfin s'il y a rien dans le processus LSASS, ou s'il n'y a pas de qui passe qui traîne ou de mot de passe en clair, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah là, on va commencer à chercher des vulnérabilités sur la machine. Donc là, on se pencherait sur les vulnérabilités connues de Windows, le service pass uncoated. En fait, ça, c'est une vulnérabilité. Un service, quand vous avez un service, il va chercher un exécutable. Si le chemin de cet exécutable n'a pas de cote, en fait, Windows, il marche comme ça nativement. S'il n'y a pas de cote, il va lancer l'exécutable à chaque dossier sur tout le chemin. Donc, si il y a un chemin qui n'est pas entre cotes, et que vous pouvez écrire justement dans un de ces dossiers-là, vous allez rajouter votre charge dans le dossier et le service, quand il va se démarrer, il va tenter d'exécuter l'exécutable à chaque dossier. Et si vous mettez le vôtre dans le dossier avant, bah, il va exécuter le vôtre. Ça peut être une vulnérabilité. On a le DLL hijacking qui a le même fonctionnement, mais plus orienté pour les DLL, donc les librairies Windows. Le bypass UAC aussi, il y a des techniques avec l'event viewer. On pourrait demander aussi, des fois, on peut demander à l'utilisateur de répondre. Ça va lui afficher une invite d'UAC. S'il dit oui, bah, on récupère les droits. Il pourrait y avoir des CVE locales aussi. Alors, il y a des outils open source. Vous faites un système info et vous mettez le résultat dans un fichier. Vous donnez ce fichier-là au programme. Le programme va vous dire, selon les KB et la version de l'OS, toutes les vulnérabilités locales possibles. Sinon, pire, si on a un accès local de la machine, bon bah là, niveau augmentation de privilèges, on est bien. Donc voilà. Alors un petit POC pour l'élévation de privilèges. Donc ça va surtout nous servir à pivoter. Ah là là, désolé, désolé. Je sais pas pourquoi il réagit comme ça. Donc là, vous voyez un script PowerShell que j'ai fait à la main, qu'en fait, qui va créer un dossier dans le AppData local et qui va chercher le petit procdump de sysinternal. D'accord? L'outil procdump, c'est un outil qui permet justement de faire des dumps mémoire de processus. Comme ça, on pourra faire un dump de LSASS, le récupérer et le regarder en offline chez nous. D'accord? Donc là, voilà, je montre le script très rapidement. Voilà, il va chercher le procdump, il le télécharge, il le lance avec les arguments qui vont bien. And voilà. Ok, donc là, on l'upload de script. Il est bien ici. Donc là, on le lance. Voilà, donc là, il le télécharge, il est en train de faire tout son bousin. D'accord? Voilà, donc là il nous dit bien que le dump a terminé, le dump se trouve dans hsolo.dmp. Ok, donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger ce dump pour le regarder chez nous, parce que comme je disais, Mimikat c'est quand même grillé par tous les antivirus de la planète. Donc ça, le mieux c'est de regarder le dump chez nous, donc on le télécharge. Voilà, oui, il nous dit qu'on l'a bien reçu, très bien. Donc là je vous montre avec Mimikat sous Windows. Alors il y a PipiCat sous Linux qui fonctionne pareil.
Donc là, privilège des bugs, parce que bah, pour exécuter Mimikatz, il faut les privilèges système, évidemment. Là, on lui dit d'aller chercher dans le dump, plutôt qu'aller chercher sur notre process de notre machine. Voilà. Donc là, il vient de regarder un petit peu tous les hashes, tous les mots de passe et tous les tickets Kerberos qu'il peut y avoir dans le hash, enfin, dans le dump, pardon. Là, qu'est-ce qu'on voit? D'accord. Donc là, on voit hash solo. Là, vous voyez un champ password qui est nul. Alors, c'est normal. Faut savoir que depuis Windows 8.1, les mots de passe ne sont plus en clair. Alors que si vous faites ça sur un Windows 8 ou un Windows 7 ou un Windows Server 2008, on en voit beaucoup, hein, les mots de passe que vous allez avoir sont en clair. Donc vous avez les mots de passe des comptes en mémoire en clair. Sinon, vous avez les HNTLM. On va voir par la suite que pour les protocoles réseau de Microsoft, il n'y a pas forcément besoin de mot de passe. Un hash, ça peut suffire. Donc là, on a le hash. Donc ça, pour la suite, ça va être parfait. Ça va nous permettre de pivoter. Mais, alors, avant de pivoter, on va avoir notre étape qui est la reconnaissance interne. D'accord? Donc là, sur notre cyberkill chain, on en est là. À quoi sert la reconnaissance? Bah, avant de pivoter, il faudra déjà savoir sur quoi on veut pivoter et où est-ce qu'on peut pivoter surtout. Donc la reconnaissance, ça nous permet d'énumérer en interne les sous-réseaux possibles et les services disponibles pour éventuellement détecter des vulnérabilités exploitables. Ça va nous permettre d'étendre notre champ d'action et d'augmenter nos privilèges horizontalement, donc c'est-à-dire sur le réseau, on va se propager. Ça va surtout au final nous permettre de nous rapprocher de l'objectif final, de notre cible finale. D'accord? Donc là, on est en environnement Active Directory. On va pas partir sur du scan de réseau parce que l'annuaire bah, référence beaucoup d'informations. On va juste demander à l'annuaire. Avant, je vais vous parler justement qu'est-ce qu'on va rechercher dans un annuaire. Avant de chercher des grosses vulnérabilités, des grosses failles, des CVE et j'en passe, on va regarder déjà les mauvaises configurations qu'on retrouve assez souvent. Faut savoir qu'un attaquant va d'abord chercher les mauvaises pratiques des admins ou des utilisateurs et malheureusement ça marche, il y en a beaucoup. Déjà on va chercher les mots de passe en GPO. Il y a beaucoup de GPO qui lancent des scripts et dans ces scripts des fois des points .bat ou PowerShell, hein, il y a des mots de passe. J'ai déjà vu des comptes, enfin des mots de passe qui appartenaient à des comptes de domaine avec des droits. Ça c'est quand même assez violent. Ou pire encore, hein, ça aussi ça arrive, des scripts qui sont lancés par des GPO en démarrage de session mais en lecture-écriture pour tout le monde. Donc là, ça veut dire que moi, j'ai le contrôle d'un utilisateur du domaine. Eh ben, je pourrais écrire dans le script qui est lancé au démarrage de session. Je pourrais, par exemple, je sais pas si ce script-là ajoute un fond d'écran. Bah, en plus de rajouter un fond d'écran, je pourrais rajouter mon dropper, aller chercher ma charge. Et là, je peux vous garantir qu'une entreprise où le matin à 9 heures, il y a 200 personnes qui se connectent, 200 personnes qui vont charger ma charge, si je prends 200 personnes sur mon commande et contrôle, là, niveau comptable privilège, c'est sûr que j'ai moyen d'en avoir. Donc ça arrive beaucoup et c'est très dangereux. On va avoir des utilisateurs sans mot de passe aussi, ça arrive. Un admin qui crée un utilisateur rapidement pour ses tests, qui met pas de mot de passe parce que bah, la flemme et qu'oublie de le supprimer, ça arrive. Ou pire encore, ça arrive de moins en moins, mais ça existe toujours, c'est les mots de passe dans le champ description, dans le champ description de l'Active Directory, hein. Ça arrive que des fois, des administrateurs mettent le mot de passe dans ce champ-là. Et le problème, c'est que n'importe quel utilisateur du domaine peut lire l'AD et peut justement lire ce champ-là. Sinon, alors après, voilà, ça pourrait être plein d'autres mauvaises pratiques comme ça. Faut être juste créatif. Sinon, si tout est carré, on va se pencher sur des mauvaises pratiques techniques. Donc là, on va aller chercher des vulnérabilités Active Directory. On va regarder déjà les protocoles réseau vulnérables. Il faut savoir qu'en fait, un environnement Microsoft, par défaut, quand c'est du out of box, vous l'installez sorti du carton et vous le laissez comme ça. Il y a beaucoup de protocoles vulnérables en fait qui sont là pour des soucis de compatibilité, hein. Si vous les désactivez pas, ça peut vous emmener sur des gros problèmes. Par exemple, du LLMNR à NetBIOS, on peut, on pourrait usurper des authentifications et les relayer. Donc là, c'est quelqu'un essaye de se connecter, il va m'envoyer en gros son jeton d'authentification et moi je vais le renvoyer sur un serveur. Si c'est un admin de domaine qui me renvoie son jeton, bah voilà, je suis admin de domaine tout de suite. On pourrait chercher aussi les délégations Kerberos. Ça, il y en a aussi beaucoup généralement, quand il y a des applications qui sont liées à l'authentification Windows. On pourrait avoir aussi Kerberosting qui là va consister en fait
à envoyer, à chercher des comptes de service avec leur SPN. Et une fois qu'on a les SPN de ces comptes de service là, on va leur demander en, en gros, on va leur demander beaucoup de tickets TGT. Et grâce à ça, on pourra reconstruire l'empreinte du hash de ce compte-là. Donc on peut après éventuellement essayer de le casser. Enfin voilà. Donc après, il y a d'autres vulnérabilités, hein. On va pas s'attarder dessus. Donc du coup, pour la reconnaissance interne, je vais vous présenter un outil qui est vraiment pour moi le mieux. C'est Bloodhound, qui est un projet open source et communautaire. Ça va nous permettre en fait d'énumérer les objets de l'AD, de modéliser la relation entre tous ces objets-là. On va se faire une cartographie des objets, des droits et des délégations. En gros, on va obtenir la meilleure route d'exploit. Vous allez voir que Bloodhound, c'est un affichage très simplifié et très visuel pour les chemins d'attaque. Donc l'outil, il est constitué de deux parties. On va avoir un ingesteur qui va récolter les données, donc qui va faire plein de requêtes LDAP vers les DC et vers les machines. Et on va avoir une partie graphique qui permet en fait d'envoyer l'upload et d'exploiter ces données-là. Donc comme je vous disais, il y a deux parties. Donc les composants, il y a une base Neo4j, c'est une base de données orientée graph, hein. On a Bloodhound qui lui va être le moteur qui va faire la relation entre chaque objet et qui va vous les afficher. Et on va avoir Sharphound qui lui est l'ingesteur. Donc Sharphound c'est l'outil en fait, alors qui est en PowerShell ou en C Sharp. Donc PowerShell c'est plutôt pratique, comme ça on peut charger le module rapidement. Et voilà, là ce qui est vraiment pratique avec cet outil-là en fait, c'est que bah vous avez le contrôle d'un utilisateur, vous allez charger le module, donc vous le trouvez sur GitHub, hein, une simple requête web en PowerShell pour charger le module. Vous le lancez, il vous génère des fichiers, donc du CSV ou du JSON au choix. Et une fois qu'il a fait son bousin et que vous avez vos fichiers, bah vous les récupérez, vous pouvez regarder justement, analyser vos chemins d'attaque chez vous. Donc ça, c'est hyper pratique. Ça permet de beaucoup d'attaques en offline. Après, il faut savoir que Bloodhound en APT ou en Red Team, ça va pas être conseillé parce que c'est quand même pas très discret. Ça envoie beaucoup de requêtes sur le réseau et sur les machines. Donc s'il y a un SOC ou un SIEM, on peut vite se faire cramer. Voilà. Alors, toujours avec mon commandé control Empire, on va utiliser le module Bloodhound justement parce il est intégré. Voilà, donc là les infos, on pourrait lui passer en argument la forêt analysée, le domaine. On peut un petit peu personnaliser les requêtes. Je sais que Bloodhound a un mode furtif qui en fait va éviter de requêter les utilisateurs à droit, parce que c'est généralement ça qui est surveillé. Donc là, il nous dit bien que le module il est pas obsec safe, donc il est pas discret. On s'en fout. Ah, donc là, il se lance, il fait son truc. Voilà, donc là, il nous dit que Bloodhound est terminé. Donc si on regarde sur le poste de la machine, j'ai eu des petits soucis de commande. Donc là, on a bien nos fichiers CSV, local admin, group membership, user session. Là, maintenant, on va télécharger ces fichiers-là pour les analyser chez nous. Ah, donc là, on les télécharge. Bon, je vais pas le faire pour tout. Ok. Donc là, bon, Bloodhound, j'ai chargé les données, hein. Là, vous regardez à droite, vous avez un bouton upload. Vous envoyez justement ces CSV-là et lui, il fait la corrélation. Donc là, on a déjà les informations de base de données. Bloodhound nous dit qu'on a 44 utilisateurs, 4 ordinateurs sur le domaine où on est actuellement, hein. On a 60 groupes, on a 3 sessions. Les sessions, on y reviendra tout à l'heure. Les sessions, c'est très dangereux. Ouais, enfin, je vous montrerai. On va avoir des ACL. Donc, il y a 813 ACL entre les objets. Bref, il va nous sortir pas mal de propriétés. Ok, oui. Donc là, les nodes info. Un nœud, en fait, c'est justement ça. Donc là, vous avez les utilisateurs, les points verts. Donc ça, c'est le compte administrateur. C'est un nœud. Là, vous avez le groupe administrateur de domaine. Donc ça aussi, c'est un nœud. On peut avoir des informations sur un nœud. Donc là, justement, administrateur, on peut voir qu'il y a une session. Donc en fait, la session, c'est quand vous vous connectez en RDP à une machine. Généralement, les administrateurs, en général, ont la mauvaise pratique de fermer vous voyez, par la petite croix de fenêtre ici ou la barre bleue qui est en haut, au lieu de correctement cliquer sur le Windows en bas à gauche et se déconnecter proprement.
Le problème, c'est qu'en fermant à l'arrache une session RDP, votre session reste en mémoire sur le PC et elle est potentiellement usurpable. En fait, l'attribut session, c'est ça. Et donc là, Bloodhound nous dit que l'administrateur de domaine a une session en mémoire quelque part. OK? Donc là, il nous donne beaucoup d'autres attributs. Il va nous donner aussi la dernière connexion. Est-ce que le password n'est pas requis? Donc là, false, ça veut dire que le password est requis. Il va aussi nous donner le champ description. Enfin, il va nous donner tous les attributs des comptes et ça peut vraiment nous aider. En fait, c'est grâce à ça qu'il va faire sa relation. Donc là, on voit que le compte administrateur a une session en mémoire sur le serveur WinDC. Donc là, Bloodhound, je vais vous présenter les queries. Donc en fait, c'est les requêtes qui vous font le relationnel. Il y en a des préconstruites, hein, on va les utiliser. Je vais vous montrer directement une des mieux et des plus simples. Trouve-moi le chemin le plus court pour arriver admin du domaine. Donc là, si on lui fait lancer cette requête-là, là, il y en a beaucoup d'autres hein, pour du Kerberos roasting, pour des attaques. Donc là, le chemin le plus court, on voit quoi? Allez, ok. Donc là, vous voyez un chemin d'attaque. Donc là, on voit que l'utilisateur hsolo, ok, hsolo, il est admin du serveur là. Donc il est admin local de ce serveur là, ok. Et on voit que sur ce serveur là, il y a une session de Tegretjoy, ok. Et Tegretjoy qui est membre du groupe admin de domaine. Donc là, on voit clairement que si on a le compte hsolo et qu'on peut se connecter sur cette machine-là, on pourrait potentiellement usurper la session d'un des admins du domaine. D'accord? Donc ça, c'est un chemin d'attaque. On a fait une reconnaissance. On sait où aller. Maintenant, on va passer à notre prochaine étape, qui est le mouvement latéral, le pivoting. Donc qu'est-ce que du mouvement latéral en fait? C'est du pivoting en interne, donc on va commencer à se propager sur le réseau. Alors là, il faut savoir que dans notre contexte, on est en externe, hein, on n'est pas dans le réseau LAN, on est chez nous. Donc entre nous et l'entreprise, il y a un pare-feu et il y a Internet. Donc pour pivoter en interne, ça va être un peu compliqué. On a notre contrôle. Alors en fait là, vous voyez ça c'est notre pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. On a notre machine de victime, d'accord? Donc elle, comme je disais, elle est connectée à nous avec un reverse shell. Nous, on va ouvrir un proxy local sur notre machine et sur sa machine. On va router tout ce qui doit aller vers le réseau, vers ce réseau-là. Donc on va mettre le CIDR du réseau. Et tout ce qui doit aller vers ce sous-réseau-là va passer par notre proxy local, va être envoyé vers la victime et va être distribué sur le réseau. Donc ça, c'est du pivoting. Pour ça, il y a plusieurs techniques. Le proxy SOC, justement, sur lequel on va ouvrir un proxy local. On pourrait faire du transfert de port aussi, toujours avec un système de proxy local. C'est-à-dire que la machine-là, on va lui demander le port qu'elle voit ici, le port 80, elle le miroire sur elle-même, elle fait office de miroir et elle nous le renvoie. Donc on pourrait faire du pivoting aussi, donc faire passer des commandes psexec ou WMI vers cette machine-là pour les renvoyer vers les autres. On pourrait faire du pass the hash aussi, donc ça on va y venir après. On pourrait faire du WinRN, bref, il y a plein de techniques, principalement c'est du rebond. Ok, donc pour vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler du pivoting, donc là, mon commande et contrôle n'a pas de fonctionnalité de pivoting, à part bon il a des fonctions des modules de mouvements latéraux, mais on va en montrer un autre pour l'exemple. Donc là, j'utilise un autre command et contrôle qui est Metasploit. Ah là là. Qui est Metasploit, en fait, un outil justement de hacking assez connu et open source. Donc là, on est toujours en H solo. D'accord? Voilà. Donc là, pour faire la reconnaissance, pour voir ce qu'on a aussi autour de nous, on va utiliser un module qui est une requête ERP. Donc on va faire une requête ERP sur notre sous-réseau pour voir qui répond et du coup pour voir quelle machine on peut joindre. Donc là, on met le réseau distant, hein, donc ça c'est le réseau LAN dans l'entreprise. Ok. Donc là, en option, on a juste mis le réseau LAN. Je ne peux pas aller plus loin. Donc là, on voit bien que la requête ERP se fait. On a des réponses ça c'est les autres machines qu'il y a dans le sous-réseau. Ok, très bien. Donc notre victime n'est pas toute seule. Là, on va utiliser un autre module qui est autoroute. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre en fait de router euh,
nos outils, nos attaques, vers ce sous-réseau-là en passant par ce commande et contrôle-là, d'accord? En passant par notre metteur-prêteur. Donc là, on lui met la session. Donc ça, c'est notre session metteur-prêteur. On va lui dire que tu passes par notre session pour aller vers ce sous-réseau 92.168.11. D'accord? Donc là, on le lance. Si on regarde les routes, on voit bien que pour aller vers ce subnet-là, on passera par notre session metteur-prêteur. Et ça va être utile pour utiliser nos autres outils, en fait, qui, eux, enverront leur requête vers notre metteur-prêteur. Là, on va monter un proxy local, donc un proxy SOX. On le met sur le port local 9050. D'accord? On le lance. Donc là, il nous lance bien un proxy local. On est sur notre machine de pirate, hein, pas sur la victime. Donc là, si on regarde bien chez nous, on a bien le port 9050 qui est ouvert en local. Maintenant, l'objectif, ça va être d'utiliser d'autres outils, des outils d'attaque, hein, pour router vers notre proxy local. Donc pour ça, on va utiliser proxy chain, justement, qui est une commande qui nous permet d'envoyer d'autres commandes vers notre proxy local. Donc là, CrackMapExec, c'est un outil qui nous permet de tester si notre hash est valable sur des machines. Donc en fait, c'est ça où je voulais en venir. Windows, les protocoles d'authentification réseau, ils ne demandent pas le mot de passe. Il va demander le hash du mot de passe. Quand vous tentez de vous connecter à un partage Samba, enfin SMB, hors environnement Kerberos, hein, vous allez en fait, la machine auquel vous essayez de vous connecter va vous dire, bah, hash ton mot de passe, envoie-le-moi, et moi je regarde si je le connais dans ma base SAM, dans ma base de compte. Donc vous allez hasher votre mot de passe. Donc c'est pour ça que sur l'authentification en réseau Windows, l'authentification NTLM, on n'a pas besoin du mot de passe. Le hash suffit. Donc vu qu'on l'a récupéré avec le dump mémoire, on va pouvoir justement le rejouer pour tenter de prendre le contrôle de notre serveur. Donc là, l'outil nous dit bien que le hash, on peut le passer sur ce serveur-là. Bloodhound dit il faut essayer de prendre le contrôle de cette machine. Et nous, on voit qu'on peut justement pivoter sur cette machine-là via le Pawned. L'outil, c'est CrackMapExec. J'aurais pu aussi le lancer sur tout le sous-réseau pour voir sur quelle machine je peux passer mon hash. Bon, là, pour des raisons de rapidité, hein, comme vous pouvez vous douter, je le fais que sur une machine, pas sur tout le sous-réseau. Donc là, on sait qu'on peut pivoter dessus. Donc là, on va utiliser un outil qui est pass the hash WinExe. Donc là, on va lui mettre en argument notre utilisateur, son hash. Donc là, on a le HLM, on s'en fout, c'est vide, donc c'est celui par défaut. On va utiliser le HNT pour se connecter sur cette machine-là. Et si j'arrive à me connecter, je veux que tu lances PowerShell.exe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un pass the hash. Au lieu de passer le mot de passe, on passe le hash. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai lancé. Ça a fonctionné. Je suis bien sur la machine en PowerShell. Donc bon, j'ai un shell qui est un petit peu crade. Je l'ai fait avec en gros du PSExec. J'aurais pu le faire aussi avec du WMI. Donc là, pour le fun, là, je pourrais aller chercher, justement, récupérer ma charge et prendre le contrôle de ce serveur-là avec mon Empire. Bon, on va tenter autre chose. On va faire un pass de hash en RDP. Donc là, on a essayé. On a un message d'alerte qui nous dit restriction de compte. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, depuis Windows 2016, les passes de hash sur les RDP de Windows Server, ça passe plus. Parce que lui prend ça comme un mot de passe vide et du coup, il accepte pas. Par contre, avant 2016, ça fonctionne. Sachant que dans beaucoup d'entreprises, il y a encore du 2008 ou du 2012. Bon, bah, ça peut marcher. Sinon, l'attaquant, bon, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Il peut pas passer son hash pour avoir une session RDP. Ah, il pourrait tenter de casser le hash, parce que le hash, au final, c'est le mot de passe qui est haché. On pourrait peut-être le casser. Donc, si le mot de passe est faible et qu'il essaye de casser le mot de passe et qu'il le trouve, bah là, il aurait juste à justement pour se connecter à un RDP, bah là, il utiliserait le mot de passe. C'est ce qu'on va faire, hein, ça peut être un scénario. Allons-y. Donc là, on a bien une session RDP. Donc là, moi, je suis depuis l'extérieur, hein, je suis bien chez moi et j'ai accès à un serveur interne en RDP. Donc là, si on regarde les utilisateurs connectés, les sessions, comme je vous disais tout à l'heure avec Bloodhound, on voit qu'il y a 3 sessions.
administrateur, qui pour info est l'administrateur local. On a hsolo, qui est l'utilisateur avec lequel je suis connecté. Et on a tGreatJoy, qui est un administrateur de domaine. Là, dans le statut, on peut voir déconnecter. Et c'est ce que je vous disais, c'est la session RDP. Au lieu de la fermer proprement avec ça et déconnecter, généralement, les admins utilisent la croix ici. Et du coup, bah, la session se retrouve ici, se retrouve en disconnect. D'accord? Donc là, on va essayer de hijack cette session-là. Comment on peut faire? Bon, très simplement avec psexec, en fait. Vous allez voir, on va essayer de le télécharger. Donc, bon, autre démo aussi. Généralement, les serveurs Internet Explorer, les sites qui sont pas de confiance, nous empêchent de télécharger les fichiers. Donc ça, pour info, si ça arrive, ok, pas de problème. Au lieu de le télécharger avec le navigateur, on va le télécharger avec PowerShell. Ça passe. Ouais, des aléas du direct. Voilà, donc là, on va le télécharger avec PowerShell. On récupère notre psexec, voilà, on le dézip. On le lance. Allons-y. Ok, donc là, on va lancer avec les arguments qui vont bien. Je suis désolé, j'imagine que ça doit être un petit peu galère à suivre. Donc voilà. Là, pour info, on a lancé le psexec avec l'argument S qui est système, l'argument I qui est interactive, et on a ouvert un CMD. Donc là, ça veut dire qu'on a un CMD qui a les droits autorité NT système. Donc là, on a le compte système qui est vraiment le compte machine. C'est le compte local avec le plus de droits. Et en fait, la subtilité, c'est que le compte système, pour utiliser des sessions en mémoire RDP, il n'a pas besoin de mot de passe. Lui, si on va sur la session justement en mémoire et qu'on fait connecter, il nous demande pas de mot de passe, il prend la session directe. Donc là, qu'est-ce qui vient de se passer? On a pris la session en mémoire de tGreatJoy qui est admin du domaine. Donc là, ça veut dire qu'on est admin du domaine. Ok? Donc là, on va arriver à la fin de notre cyberkillchain. La mission va bientôt s'achever. Ça va être l'exfiltration. C'est la dernière étape. Donc là, on pourrait faire encore plus les méchants et se faire une persistance ultime. Le golden ticket, qui nous permettrait justement de créer des comptes Active Directory offline. Mais bon, on va pas le faire. Là, on va juste exfiltrer les données. Il y a plusieurs moyens possibles, hein. En fait, la plus grande difficulté, c'est de passer déjà les contrôles et les sécurités. Un pare-feu, des fois, c'est bien bridé, c'est bien fermé. Il faut qu'on puisse sortir sur un port qui est classique. Par exemple, le port DNS, ça va tout le temps être ouvert. Ok? Mais il faut aussi outrepasser les surveillances. Donc, s'il y a un SEM ou un SOC, des requêtes DNS en masse, ça se voit. Donc bon, la subtilité de l'exfiltration, c'est de passer toutes ces sécurités-là. Donc là, pour la dernière démo, on va faire un dump de la base NTDS. On va utiliser Volume Shadow Copy, qui est un outil natif Windows. C'est ce qui permet de faire des copies de la base NTDS, qui est la base Active Directory. Ça nous permet de faire des copies à chaud. Ensuite, on va exfiltrer cette base par DNS. On va récupérer cette base et on va essayer de casser les comptes pour récupérer les mots de passe en clair. Ok? Donc pour le POC, allons-y. J'espère que ça va pas changer de slide. Donc là, qui on est? On est SRV Web W1. On est toujours avec notre utilisateur. Donc là, pour pivoter, on pourrait faire du RDP, mais on va faire autre chose. On va faire du WinRM, qui est activé par défaut sur Windows 2016. Donc c'est ce qui nous permet de prendre le contrôle à distance avec PowerShell. Donc là, on utilise le compte pour se connecter au DC via PowerShell. Donc là, on est bien sur le DC. Donc là, on va utiliser un utilitaire pour faire des copies de base de compte qui est ntds.util. Ça, c'est un outil, en fait. Le VSS Shadow, c'est utilisé par les outils de sauvegarde qui font des sauvegardes, justement, des bases de compte, hein. Donc, quasiment toutes les entreprises utilisent VSS. Nous, on va utiliser cet utilitaire-là, qui est natif, hein, de Windows. Donc là, il fait son bousin. Je vais essayer de ne pas changer de diapo. Ok. Donc là, il nous dit bien qu'il a copié la base de compte. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que bon, pour des raisons de simplicité, on va compresser justement le dossier qui contient cette base de compte et les clés de registre, parce qu'il copie aussi les clés de registre, la clé de registre système.
Là, on va lancer notre serveur DNS d'exfiltration. Donc là, c'est sur mon serveur sur Internet. J'utilise l'outil DNS Exfiltrator. Mon domaine pirate, c'est dns.k-lefa.info. Là, on a un secret partagé. Donc là, j'ai le port 53 actif. Maintenant, ce que je vais faire, côté victime, je vais charger le module client en PowerShell. Comme ça, je télécharge pas d'exécutable. C'est chargé directement en mémoire. Comme ça, je récupère la fonction justement pour envoyer à mon serveur. Et là, justement, je vais appeler cette fonction. Donc, je lui envoie mon fichier temp.zip, mon domaine pirate, le secret. DNS server, je pourrais lui dire, au lieu d'utiliser le DNS de l'Active Directory, bah, tu utilises le DNS de Google pour résoudre mon domaine pirate. Donc là, on voit bien qu'il y a un échange qui commence à se faire. Et là, je suis en train d'envoyer ma base de compte à mon serveur pirate. D'accord? Bon. Là, faut savoir que je suis en train d'envoyer ça en requête DNS. Donc, si quelqu'un surveille le réseau, ça peut se voir. Par contre, on pourra avoir le scénario où, au lieu de faire ça depuis le serveur, j'envoie la base de compte sur la machine victime que j'ai piratée au début. Et une fois que la personne rentre chez elle, j'exfiltre la base lorsqu'elle est chez elle. Chez elle, je pense pas qu'il y ait de SOC, donc bon, ça pourrait être un moyen d'évasion. Donc là, on a notre base, on a récupéré la base sur notre serveur. Donc, on va ouvrir la base. Donc là, on va utiliser l'outil qui est Secret Dump, qui est en fait un outil qui nous permet justement de sortir les hashes proprement de cette base. Donc là, on va le lancer. OK. Voilà, il est en train de sortir les hashes. Donc là, voilà, il commence à nous sortir en fait tous les comptes qu'il y a dans cette base de comptes-là. Alors voilà, tous les mots de passe ne sont pas en clair, évidemment. Donc là, on a les hashes. Maintenant, l'objectif, ça serait d'essayer de casser ces hashes-là, en fait. Bon, pour ça, je vais utiliser le classique H4. Donc "-m" qui est 1000, c'est l'algo de chiffrement enfin l'algo des hashes en fait. Donc c'est le type de hash, NTLM. "-p pour séparateur. Il y a un point qui sépare chaque champ en fait. On veut dire toutes les sessions parce qu'il y a plusieurs comptes, donc on va dire d'essayer de casser toutes les sessions. On va lui dire qu'il y a des usernames. On va lui dire que tout ce que tu arrives à casser, tu le renvoies dans le fichier crack.txt. OK? Donc là, je vais le lancer. Donc là, on voit bien qu'il le fait. Alors bon, j'ai eu des soucis de driver. Il a fallu que je relance ma commande plusieurs fois. Allons-y. Voilà. On doit pas être loin. Ok, donc là, on a un fichier crack.txt. Si on regarde, on voit bien que, alors bon, là pour l'exemple, c'est un mot de passe faible et qui est répandu sur beaucoup de comptes. Donc là, on a réussi à avoir le compte AD de plusieurs personnes. Si on a l'adresse mail, ça nous fait une base de compte mail avec le mot de passe. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, on met ça à vendre sur le dark web et l'entreprise se retrouve sur How I Have Been Porn. Donc voilà, ça typiquement, c'est à ça que peut ressembler une APT, mais bon, en beaucoup plus avancé aussi. Donc quelles traces on a pu laisser pendant l'attaque? Bah, on a utilisé pas mal de PowerShell, donc il y a des traces d'utilisation dans les logs. Il y a eu pas mal de fichiers générés pendant la reconnaissance, hein, les fichiers Bloodhound, tout ça. Il y a des logs de connexion à notre commande et contrôle sur le proxy et sur le pare-feu. Il y a notre premier fichier Excel aussi qui laisse quand même une trace. Il y a des requêtes DNS anormales sur le réseau et dans les logs Windows. On va avoir utilisation de NTLM quand on a fait les passes de hash. En environnement AD, c'est Kerberos, hein, donc utilisation de NTLM, c'est un petit peu suspect. Tout ça, potentiellement, ça peut remonter des alertes à un SOC si on a un. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Mathieu qui va justement vous montrer une évasion de surveillance en falsifiant des appels système via Sysmon. Donc Mathieu, je vais te laisser la main pour que tu puisses présenter. Yes. Tiens. Hop, ok. Toc. Alors, je sais pas la proposition déjà. On ne propose pas de prendre la main. On te propose pas de prendre la main. Ça y est, c'est bon. Je me suis mis en présenteur, okay. C'est bon. Ok, génial. Hop, écran 1, autorisé. Bon, je suis désolé, j'ai un petit peu mordu ton temps. Il n'y a pas de souci. Normalement, on voit mon écran, c'est bon? On voit, ouais. Ok, super. Je vais me mettre en plein écran. Voilà, du coup, ça fait une transition parfaite avec ce que vient de vous présenter Jérémy, puisqu'il vient de vous présenter l'exfiltration DNS, qui est un scénario qui peut aisément être joué dans un cas d'exfiltration de données, justement.
Et une des techniques que je vais présenter permet d'évader System. Alors du coup, qu'est-ce que Sysmon dans un premier temps? Sysmon, c'est un des outils de la suite sysinternals qui a été développé par Mark Russinovich, donc une suite d'outils très connue pour tout ce qui est Bluetooth ou même l'administration de système Windows de base. Cette solution Sysmon en fait va permettre de faire du logging d'événements Windows et de tracer le plus d'événements possible pour ensuite par exemple les faire remonter avec un event forwarder vers un SOC. Cette solution elle est gratuite, elle est très facile à mettre en place, il y a des kits de règles qui sont déjà disponibles sur GitHub, notamment Solution Security, j'y reviendrai. Et le but de la présentation est surtout pas de discréditer Sysmon puisque je montre un bypass mais ça reste quand même un outil qui est très efficace. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai fait avec Sysmon? Alors le but pour moi, ça va être de trouver une solution pour évader les requêtes DNS qui vont être loguées par Sysmon. Il faut savoir que Sysmon, parmi le nombre d'événements qu'il fait remonter, il fait remonter l'événement 22 qui est la requête DNS. Donc à chaque requête DNS que vous allez faire, que ce soit un ping ou que ce soit un ping normal bénin, ou que ce soit une requête malicieuse, elle sera loguée. Alors ça, c'est pas dérangeant pour un ping normal, un ping bénin, mais c'est dérangeant puisque la technique qu'a montré Jérémy, ça va générer beaucoup de requêtes DNS, et si le SOC il voit 5000 requêtes DNS loguées vers un domaine un peu louche, ça va vite faire sonner pas mal d'alarmes. Du coup, je me suis basé, avant toute chose, je tiens à le dire en petit aparté, je me suis basé sur des recherches de Adam Chester, donc le blog de XPN, qui est un très bon blog. Tout ce que je vais présenter ici sort pas uniquement de ma tête. Il a fait des très bonnes recherches dessus et je veux pas m'accaparer le boulot. Alors comment ça marche Sysmon en bref? Il utilise plusieurs fonctions. Alors ça a changé de mode opératoire depuis l'arrivée des systèmes 64 bits et des kernel patch, des patchs qui font que on n'a plus le droit de hooker les fonctions kernel, ce qui va trigger un BSD. Il y a des techniques pour le bypass, ça, mais ça c'est du pawn, c'est une autre histoire. Du coup, Windows est arrivé quand même avec la solution parce que le problème pour tous ces systèmes que ce soit les EDR ou des systèmes qui font remonter les logs, il fallait quand même pouvoir assurer la continuité et pouvoir loguer les événements. Du coup, Windows a amené des systèmes de kernel callback. Alors quand des fonctions kernel vont être appelées, ils vont proposer que ce soit avant l'appel de la fonction ou après l'appel de la fonction de renvoyer un événement pour dire ok, là je vais faire un open process avec ces paramètres là. Et ainsi les systèmes de logging vont pouvoir le noter et le marquer dans les journaux d'événements. Alors moi, pour Sysmon DNS TW Session, il n'y a pas de kernel callback qui existe pour ça. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Et il fonctionne avec les systèmes donc de TW, donc Event Tracing for Windows, qui sont un système qui a été apporté par Windows lui-même pour essayer de pouvoir rendre les logs toujours faisables. Alors comment ça marche basiquement? Typiquement, ça marche avec des providers, donc des fournisseurs, et des consumers, donc des consommateurs en quelque sorte. Le provider, c'est celui qui va fournir les logs, et le consumer va en quelque sorte s'abonner à ce provider pour essayer de suivre les logs qu'il va renvoyer. Avec la commande logman, là comme vous pouvez le voir, donc je vais pas vous montrer la commande d'avant, quand on tape juste logman-etws, ça permet de lister tous les consumers qu'il y a sur votre système. Et là, du coup, moi j'ai juste installé Sysmon de base sur ma VM et j'ai regardé quels sont les consumers. Et il y en a un qui a été apparu qui parle de lui-même, qui est Sysmon DNS TW Session. Donc là, je suis pas allé chercher très loin pour comprendre que c'était effectivement ce qui était mis en place pour loguer les requêtes DNS. Et alors oui, je pense qu'on voit ma souris. Ce fournisseur, il est identifié par un nom, donc Microsoft Windows DNS Client, et un GUID de fournisseur, un C956. Voilà, on va le décrire. Ce fournisseur, en fait, je m'en suis servi pour le mettre dans IDEA. Alors, avant de sauter dans IDEA, juste qu'est-ce que j'ai reverse, je me suis dit que pour envoyer des requêtes DNS, à un moment donné, il fallait bien falloir passer par l'API DNS-API.dll de Windows, qui exporte plusieurs fonctions permettant de faire des requêtes DNS. Alors, j'ai ouvert cette API.dll sur mon IDEA, et je lui ai fait chercher tout simplement avec l'option Binary Search de AIDA, la chaîne du provider en me disant que j'ai bien trouvé le provider et celui qui fera référence à ce provider, c'est forcément une fonction qui va permettre de loguer quelque chose à un moment donné. Donc on trouve direct un match et IDEA me propose le graphe des références à cette valeur. Donc en fait là j'ai encadré en rouge la fonction qui va faire appel à cette chaîne de caractères du provider. Alors cette fonction c'est MacGen Event Register et on voit aussi qu'elle est appelée par DLLmain. DLLmain c'est la fonction de base de la DLL. Donc on va s'intéresser à ça un peu plus près.
Ce que j'ai fait donc, c'est pas les derniers slides, il y a un petit problème, ok c'est pas grave, c'est que j'ai regardé cette fonction MacGen Event Register, donc sur IDEA Pro on a quand même quelque chose qui est bien, c'est le petit cheat code F5 qui permet d'avoir le pseudo-code et pas d'avoir besoin de lire le code assembleur, c'est quand même plus sympa pour ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit que cette fonction MacEvent Register, elle va checker une variable, elle va vérifier l'existence, ou en tout cas l'état d'une variable qui s'appelle DNS Client Context. Et en fonction de l'état de cette variable, elle va appeler une fonction qui est ETW Event Register. Alors là, c'est bien parce qu'en fait, il y a les symboles, ça c'est bien pratique. AIDA, il vous propose automatiquement d'aller chercher les PDB, les fichiers qui contiennent les symboles. Et grâce à ces symboles, en fait, je peux retrouver exactement le nom des fonctions. Et ça aide énormément hein, d'avoir le ETW Event Register plutôt qu'un code hexadécimal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé WinDBG. Alors, j'avais agrandi, mais malheureusement, c'est pas les dernières slides. J'espère qu'on voit à peu près bien. WinDBG, c'est un debugger, c'est le debugger Windows, en fait, en quelque sorte, qui va me permettre de tracer un peu ce qui se passe sur mon process. Alors, moi, j'ai créé un simple petit programme en C, d'une ligne, enfin, en dehors des apports, qui va juste faire une requête DNS sur un nom de domaine. Alors du coup, cette requête DNS, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un breakpoint sur cette fameuse fonction client context, cette fameuse variable DNS client context. Qu'est-ce que ça veut dire poser un breakpoint? Un breakpoint, c'est un point d'arrêt. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un, en tout cas quelque chose qui va accéder à ma variable, que ce soit en écriture ou en lecture ou en quoi que ce soit, je vais avoir, le code va s'arrêter et va me dire, ok, regarde, voici l'état de ton système à ce moment-là. Et au bout de quelques breakpoints à regarder, on tombe sur cet état-là. Donc là, ce que vous voyez ici, le call stack, en fait, c'est l'état de la stack au moment où j'atteins le breakpoint. La stack, c'est l'état des variables, en quelque sorte, du binaire, pour faire très simple. Et dans cet état, on voit une fonction qui est apparue là, qui est la DNS MacTemplate U0ZQXQZ. Très bien. On va s'intéresser un peu à cette fonction-là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors, MacTemplate, j'ai une fois de plus utilisé F5 pour la récupérer. On voit qu'elle fait une sorte de boucle que je me suis pas forcément intéressé beaucoup dessus, mais surtout elle appelle et elle return MacGen Event Write. Donc une fois de plus, le nom parle de lui-même et j'imagine fortement que ce MacGen Event Write, c'est celui qui est responsable d'écrire les logs, qui va envoyer les logs au provider, au consumer justement. Alors, une fois que je suis arrivé là, en fait, il faut savoir que tout ce code-là que vous voyez ici, qui ressemble à du code lisible hein, que les développeurs peuvent reconnaître, c'est aussi enfin, c'est des opcodes, c'est de l'assembleur à la base. Hein. C'est juste une vision que me donne IDEA qui est enjolivée pour m'aider à comprendre, mais ce sont des instructions assembleurs, et les instructions assembleurs, elles peuvent être représentées en hexadécimal. Et c'est ce qu'on voit en dessous, là, je suis resté sur l'offset, donc l'adresse en mémoire de cette fonction-là, et je suis juste allé voir à quoi elle ressemblait en version hexadécimale. Et c'est ce que j'ai ici. Et ce que vous voyez encadré en vert, en fait, ce sont les premiers opcodes de ma fonction. Alors, je m'explique. Ces fonctions commencent par des instructions qui sont souvent semblables, qui vont être ce qu'on appelle le fonction prelog, où la fonction va définir un peu son cadre de travail, ce qu'on appelle le stack frame. Ici, ils sont facilement identifiables. Donc là, on voit les 48, 89, 5C, 24, 08. On pourrait très bien les convertir en instructions, mais c'est pas notre problème pour l'instant. Et ce qu'on va faire avec ça, c'est que je les ai représentés ici. Voici les instructions. Donc, si je convertis ces fameux codes hexadécimaux en instructions, ces instructions qu'on obtient. Donc, c'est un peu barbare, mais on s'en fiche un peu pour le moment. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est ces DNSAPI.dll que j'ai reverse pour le bien de cette époque. Elle va être chargée en RAM par votre binaire. À chaque fois que vous utilisez un programme, un exécutable, un process, va charger toutes les librairies dont il a besoin pour tourner en RAM. Du coup, en fait, dans le contexte de mon exécutable, le simple petit exécutable.exe que j'ai créé qui fait une requête DNS, il va avoir chargé toute la DNS API.dll. Et dans la DNS API se trouve cette fameuse fonction qui va être responsable d'écrire les instructions, écrire les événements. Donc, ce qu'on peut très bien faire, vu que l'exécutable c'est notre contexte et c'est nous qui le créons, c'est nous qui le gérons, c'est tout simplement de le patcher. Alors, le patcher, c'est quoi? C'est que je rends cette DLL exécutable, je trouve exactement la fonction que je veux, et au final, j'écris un gros ret à la place. Alors un ret, c'est quoi? C'est l'instruction de fin de fonction en assembleur. C'est l'instruction qui va dire, ok, tu reprends à l'état où tu en étais avant d'appeler la fonction et tu reprends l'exécution normale de ton code. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que tout simplement, la fonction va pas du tout être appelée. En tout cas, elle va être appelée et quittée directement. Alors, comment j'ai fait ça? Basiquement, je me suis encore une fois de plus basé sur le blog d'Adam Chester. J'ai noté, donc ce que vous voyez en haut là, la variable hunting, ce sont les fameux caractères, en fait, ça me sort de signature. Cette technique-là, c'est ce qu'on appelle un egg hunter. En fait, ça, c'est en quelque sorte, c'est mon œuf, c'est le marquant que je veux trouver en mémoire.
et je vais essayer de le chercher. Alors, vous noterez que j'en ai pris plusieurs, parce que comme je l'ai expliqué, les fonctions prélog, beaucoup de fonctions, elles commencent à peu près de la même manière, avec la même suite d'instructions. Et moi, je vais être sûr de bien taper sur la fonction qui m'intéresse et pas de commencer à les patcher ailleurs. Parce que j'ai fait pas mal de tests pour faire ça, et une fois sur deux, j'ai réussi à faire crash tout mon code block et tout mon IDE, ce qui a fait qu'il fallait recommencer, c'était un peu galère. Enfin bref. Ici, on a la signature de ma fonction, et j'ai une première fonction qui va justement boucler. En fait, je fais une première requête à DNS, une requête DNS sur infosec.fr qui est mon blog. Celle-là va être loguée. Normalement, je n'ai pas encore fait de bypass ou quoi que ce soit. Mais ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais charger cette fameuse DLL DNS API.dll. Elle va être loadée et je vais chercher dans cette DLL le fameux marquant que j'ai noté plus haut. Et au moment où il va me le trouver, il va me dire OK, j'ai trouvé ton marquant et l'offset de ce marquant est tel offset. C'est à cette adresse qui se trouve. Très bien. Moi, je me dis, OK, si c'est à cette adresse qui il est, je vais faire un virtual protect pour changer les droits qu'il y a sur cette plage mémoire. Et je vais les rendre disponibles en écriture. Comme ça, je pourrais écrire dedans. Et pour écrire dedans, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire ce fameux 0x3c. 0x3c, je vous ai expliqué que les instructions étaient représentées sous forme hexadécimale. Et typiquement, le ret que j'ai abordé juste avant est représenté sous forme hexadécimale par 0x3c. C'est le code qui représente le ret. Une fois que ça c'est fait, je remets ma virtual protect, je la remets dans les configurations de droit dont elle était avant, donc savoir read execute seulement. Je print un petit patched et je fais une DNS query sur le blog dailysecurity.fr qui est le blog de Gulusha qui m'a filé un petit coup de main pour un bug sur l'architecture de mon truc. Donc merci à lui. Et normalement cette query là sur Daily Security devrait être complètement invisible dans les logs puisque j'ai fait le patch juste avant. Donc j'ai pris un petit POC, alors en espérant que je fasse pas tout sauter. Voilà. Alors je lance mon programme main.exe, DLL loaded, il me sort l'adresse du template. Alors hop, je vais faire des pauses. L'adresse du template, donc la fameuse fonction macTemplate, il me dit qu'elle est à cette adresse-là. Et puis, bon là c'est très rapide forcément, c'est juste une écriture donc ça charge pas, mais il me dit patched, bien joué. J'ai réussi à la patcher. Sur ma droite, en fait, ce que j'ai fait, c'est l'observateur d'événements. On voit que je suis dans le dossier Sysmon. Hein. Ce sont les événements qui sont renvoyés par Sysmon. Pour que ça soit bien propre et tout, j'ai tout nettoyé avant, j'ai viré tous les logs. Hop, je vais actualiser les logs. Et ce qu'on voit ici, là, c'est donc les fameux log 1, c'est tout ce qui est open process. Donc forcément, j'ai créé un process, mon main.exe et tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est purement les événements 22. Donc tout ce qui est DNS query. Et là, on voit que j'en ai qu'une seule de requête DNS, qui est du coup celle vers InfoSec. Et mon programme faisait pourtant bien deux requêtes DNS, celle vers mon blog et celle vers celui du blog de Gulusha. Donc si je remets l'exécution, on voit bien que là, hop, il a bien logué ma requête DNS vers infosec.fr. Donc finalement, le POC a marché, on a réussi à bypass le système. Alors là, pour mettre un peu dans le contexte, pour retourner, parce que c'était vraiment un POC, pour retourner dans le contexte du red teamer et de l'APT qui veut exfiltrer des données, effectivement, mon code, il permet pas d'exfiltrer des données, il permet juste d'évader ces systèmes-là, et c'est évadé que dans le contexte de main.exe, c'est-à-dire que dès que mon terminal me renvoie un shell à ce moment-là, si je reping quelque chose, ça sera logué évidemment. Hein. La solution pour ça, en fait, c'est typiquement si en général les groupes APT vont pas utiliser du meter-prêteur ou des charges qui sont déjà codées toutes seules. Hein. Ils vont recoder évidemment leurs charges pour se faire des signatures, pour pas être signaturé dans tous les sens. Hein. Et dans ces charges, c'est complètement envisageable d'intégrer mon petit stub, en fait, mon petit bout de code C, tout simplement de le copier-coller. Et vous le mettez dans la bonne charge.c qui va faire d'exfiltration DNS, et comme ça, cette charge-là aura tout son contexte qui sera évadé de ce monitoring DNS. Voilà, hop. Comment je passe à... Du coup, voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à présenter. J'ai été rapide. Du coup, ça a pris du temps dans la première partie. J'espère que j'ai rien oublié. Évidemment, il y a la partie questions que j'ai pu regarder pendant que Jérémy parlait, qui est ouverte, donc je peux répondre sans problème à vos questions. Je suis disponible sur Twitter, donc Infosec, et il y a mon blog infosec.fr. Je pense que je présenterai le POC sur le blog. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je te repasse la main, Jérémy. Eh ben, merci Mathieu. Vas-y, je veux bien. Hop. Tac. Bon, on a un petit peu dépassé, mais c'est de ma faute. Bon, on est à la fin. Alors... Donc du coup c'est le moment où on répond aux questions, c'est ça? on fait la conclusion et puis les questions. D'accord, ok, très bien. Ok, donc là tout le monde voit. Je reprends. Donc, que retenir de ce webinaire là?
Alors, on a vu qu'un post-compromis peut amener à une compromission totale. Le nomadisme, comme j'en parlais, ça accroît beaucoup les risques d'intrusion. Les gens utilisent leur poste professionnel pour le personnel. Très important, monitorer les événements de sécurité. Donc Mathieu en parlait aussi. Bon, évidemment, il y a des solutions qui peuvent être bypassées, mais il faut monitorer ces événements-là parce qu'une APT, comme je vous ai dit, la persistance elle est très furtive et s'il n'y a pas de monitoring sur les logs, euh, on voit rien. Et enfin, garder le contrôle absolu des comptes à privilèges. On a vu qu'un compte admin local, s'il commence à avoir un petit peu de droits un peu trop élevés et qu'il y en a un petit peu partout, on perd le contrôle absolu. Donc ça, très important. Donc le prochain webinaire, librairie et langage utilisés en test d'intrusion, Python. Alors j'ai rajouté Python, autant pour moi, normalement il n'y aura pas que du Python. Donc ça parlera essentiellement de librairie et langage utilisés en test d'intrusion. Donc ce sera animé par Glenn Legac pardon, de l'ESD et Mario Gosparini de dirk.org. Donc rendez-vous vendredi 24 à 13h. Et sur ce, moi et Mathieu et moi, on vous remercie. Merci de votre écoute, merci de votre attention. Vous étiez 330 à vous être inscrits, c'est énorme. Donc j'espère que ça montera pour les prochains. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc si vous avez des questions, allez-y. Je vois qu'il y en a déjà. D'accord. Voilà. Alors Bloodhound, je vais répondre avec. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Bloodhound couplé avec Neo4j, Bloodhound est forcément couplé avec Neo4j en fait. On peut le coupler avec Empire, bien sûr. Comme je l'ai montré dans la démo, il y a un module qui est dédié. Shuttle, le VPN du pauvre. Okay. Quelle est la différence entre un PSExec et WMI-exec? En fait, je vois qu'il y a déjà une réponse. Oui, je me suis permis de répondre pendant que tu parlais rapidement. Très bien. Si tu veux peut-être expliquer, donner des... Toutes ces techniques, en fait, il faut savoir que Windows, pour faire de tout ce qui est mouvement latéral, il offre beaucoup de possibilités, que ce soit avec les systèmes SMB, ou que ce soit avec du WMI-exec, ou tout ça, ou du RPC même, sont en fait les trois gros protocoles Windows qui vont être ciblés par les red teamers. Du coup, les techniques forcément de in-packet, parce que PSExec ou WinExec sont des scripts de in-packet, qui ont réimplémenté toutes les stacks SMB de Windows. Ça va se baser justement sur ces différents protocoles. Donc typiquement un PSExec, ça va me servir ça va se baser sur les systèmes des droits. Quand on est admin, on a le droit de créer un service directement via des namepipes SMB. Du coup, en créant un service, on peut récupérer un shell authority system via du SMB. Et WMI-exec, ça se base typiquement sur la méthode avec WMI. Ça utilise les fonctions WMI pour obtenir un shell. Voilà. Là, je pense qu'il y a une autre question qui est pour toi, la fonction hunt. Pourquoi boucler sur oui, je l'ai vu passer, ouais, en effet. En fait, c'était pendant des tests. J'ai pas trop regardé, honnêtement. J'ai une idée de quelle taille représente une fonction en mémoire, enfin à quelle taille elle représentera la DLL en mémoire. Du coup, j'ai un peu bouclé gros, en me disant que je suis sûr de tomber dessus. Après, c'est des tests. Hein. Si on boucle pas assez, on tombera pas dessus. Si on boucle trop, ça va prendre trop de temps pour rien. Puis voilà, c'est tout. Ok, un reverse shell est-il vraiment invisible au pare-feu? Alors non, évidemment, un reverse shell, ça montre une connexion qui est ouverte vers l'externe. Après, dans une PME, il y a quand même pas mal les gens. Plus il y a de gens, plus il va y avoir de connexions à l'extérieur. Là, pour info, mon reverse shell à moi fonctionne en HTTPS. Donc la victime va se connecter comme si en fait sur le port 443, comme si elle était sur un site web. Donc si mon IP n'est pas blacklisté ou dans un pays un peu suspect, bon, ça éveille pas trop de soupçons. Mais non, c'est pas invisible au pare-feu. On a beaucoup de remerciements, Mathieu, donc merci les gens. Les APT aujourd'hui sont beaucoup plus furtives et notamment le web client avec WebRequest sont hyper cramés. Alors oui, évidemment, les vrais APT sont furtives. Après, ils ont aussi des vrais outils. Là, c'était pour une démo pour voir le concept et avoir la méthodologie. Faut savoir qu'aussi toutes les APT sont pas APT 38, hein. Il y a pas mal d'APT qui sont un peu entre guillemets débutantes, de services de renseignement un peu débutants, et quand on lit des rapports, typiquement il y a le GitHub APT Notes qui permet de lire des rapports forensiques sur des APT, on voit qu'ils font quand même des sacrées boulettes eux aussi, hein. Tout le monde n'est pas APT 38, hein. Et pour répondre à Alain, du coup l'exec qu'on a patché est un exec de l'OS, du coup non, c'est
c'est la DLL que j'ai patché. Et l'exé qui a été utilisé pour le patch, c'est un exé que j'ai développé moi-même, où je monte le code sur les supply side. Ok, là on va arriver pas loin vers la fin. Comment on fait pour bypass tout cela avec des outils genre EDR, Microsoft ATA et des règles notamment? Alors là, bah, dans ma démo, moi en tout cas, il y avait pas d'outils de ce genre, hein. J'ai pas mis de Microsoft ATA. Après, ATA c'est quand même assez fiable à bypasser. Honnêtement, je sais pas s'il existe aujourd'hui des moyens possibles. Ça doit sûrement exister, mais en tout cas, j'ai jamais expérimenté contre ces mécanismes de défense là. Les EDR, ça peut se bypass en fonction des techniques. Il faut savoir qu'en fait, les EDR, ça hook certaines fonctions des DLL. Et en fait, en faisant exactement la même technique que j'ai présentée, on peut patcher les hookings qui sont faits en fait sur les exports des fonctions d'EDR, ce qui fait que l'EDR pourra plus voir l'appel système que vous faites, et du coup, ça sera bypass. Et il y a certains EDR qui scannent la mémoire à titre régulier de une journée par exemple, ils vont scanner toute la mémoire à la recherche de toutes les sections .txt exécutables. Il y a des techniques qui existent aussi pour bypasser ça, typiquement la technique Gargoyle. C'est des techniques assez compliquées après. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Bonjour, pourquoi ne pas dumper LSASS sans utiliser à télécharger? Alors, LSASS pour le dumper, on peut le faire graphiquement avec le contrôle de tâches. Dans processus, il y a créer un fichier vidage mémoire. Donc ça, c'est graphique. De mémoire, via un shell, nativement, il n'y a pas de module. C'est pour ça qu'il y a procdump, ou sinon après, on peut le faire avec une fonction PowerShell, hein, mais de mémoire, il n'y a pas de truc natif. Le dump de la base Active Directory, pourquoi avec VSS? Est-ce que c'est pas une copie à plat? Alors non, en fait, si tu vas dans le dossier qui contient NTDS et que tu fais CTRL-C et CTRL-V, ça marchera pas. Parce que le fichier utilisé. C'est pour ça que Volume Shadow Copy fait une copie de ce fichier-là à chaud, en fait. Les PowerPoints sont-ils disponibles à la libre consultation? Alors là, c'est une bonne question. Je pourrais pas te dire ça tout de suite. Par contre, il y aura bien la vidéo, il y aura bien un replay qui sera disponible sur YouTube. Bah ça répond aussi à l'autre question. Des remerciements, bah merci à vous. Pour tout ce qui est... Excuse-moi. Ouais. Non, vas-y. C'est pas cramé de faire un write process memory d'une DLL native. Typiquement, c'est exactement ce que va faire un EDR. En fait, il va hooker certaines fonctions, comme typiquement write process memory. Et typiquement, je pense, après c'est ma façon de penser, qu'un gros write process memory, comme je le fais en patchant une DLL Windows signée, c'est pas bon. Ça risque de faire sonner certains systèmes. Après, c'est pareil, avec du try and retry, on arrive toujours à trouver un système qui va passer mieux que les autres. Ok, donc là, alors des ressources pour le hack, honnêtement, je veux te dire, je peux pas t'en donner, mais sur Google, tu peux en trouver facilement. Des outils de suppression de logs, bah, des logs, on peut les supprimer nativement. Après, bon, supprimer tous les logs d'un coup, c'est un peu suspect. Je sais qu'il y a des outils pour faire, il me semble, du sélectif, où il y a des outils qui, justement, évitent de loguer. Il y a des techniques, comme Mathieu l'a montré aussi, pour, justement, bloquer ces écritures de logs. Avez-vous déjà utilisé Covenant, d'autres commandes et contrôles? Alors moi non, j'en ai déjà utilisé d'autres. Mathieu, toi je sais pas si tu as déjà utilisé. Covenant, oui, je l'ai déjà utilisé. C'est le C2.NET orienté .NET qui marche très bien. Après, je me sers de Cobalt Strike personnellement. La chance. Lequel recommandez-vous, Quadic par exemple? Alors je connais pas celui-là, moi c'est pareil, ce que je peux être recommandé, un bon command et contrôle, mais Empire assez stable, maintenant le problème c'est qu'il est plus maintenu. Metasploit, bon ça commence un petit peu à être grillé. Comme disait Mathieu, Cobalt Strike c'est un très bon command et contrôle, très stable, mais bon voilà, faut allonger le billet qui va pour la licence quoi. Le SD, le but de l'école, bah c'est une formation en cybersécurité. Je t'invite à aller sur le site si tu veux voir un petit peu et voir les programmes qu'on propose. Run DLL32 VBS pour dump LSASS, oui, effectivement, ça peut être aussi une solution, comme tu dis. Et je crois qu'on a fait le tour des questions. Bon, et bah merci à tous pour votre écoute, merci Mathieu, et à la semaine prochaine tout le monde. Merci, au revoir.